Alors bonjour à tous pour ceux qui sont parmi nous. Merci de bien vouloir participer à cette présentation sous forme de webinaire qui va donc concerner la prévention des risques liés à l'exposition au bruit. N'hésitez pas à nous envoyer sur le chat un petit message indiquant si vous avez des difficultés pour nous entendre. Alors nous allons vous présenter ce webinaire et nous vous proposerons dans le dernier quart d'heure ou les 20 dernières minutes qui resteront donc de procéder à un échange et nous répondrons avec mon collègue à vos questions. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc vous adhérez pour certains à la PST 18, qui est l'association de prévention et de santé au travail. Donc pour ma part, je suis Linda Laloy, IPRP dans cette structure d'APST 18, c'est-à-dire qu'on va vous l'expliquer très brièvement dans la slide qui va suivre, mais en adhérant au service de santé au travail du Cher, vous bénéficiez de l'accompagnement d'une équipe dite pluridisciplinaire qui est donc composée de personnel médical, donc le médecin du travail, l'infirmier du travail, l'assistante médicale, et puis en parallèle d'une corporation plus dite de prévention dont je fais partie. Donc mon rôle à moi va être plus spécifiquement d'accompagner employeurs et salariés sur le terrain. De mon côté, du coup, je suis Clerton Florian, je suis infirmier à la PST 18. Mes missions, donc je vais pas redire ce que vous a expliqué Madame Laloy. Mes missions à moi, ça va être la surveillance de l'état de santé physique et psychologique des salariés et d'accompagner l'employeur dans une démarche de prévention de manière concomitante avec mes collègues IPRP et le médecin du travail. Au niveau des missions du service, on a 5 missions principales, donc c'est les actions de promotion de la santé, la surveillance de l'état de santé sur la base du diagnostic santé-travail. Donc ça, c'est ce qu'on va observer pendant nos visites de santé au travail. La traçabilité et la veille sanitaire. Les actions de santé au travail en entreprise et l'aide pour l'évaluation et la prévention des risques. Donc ça, c'est ce qui se fait de manière concomitante entre le service de le pôle prévention et le pôle médical, et conseil et accompagnement des employeurs, des salariés et de leurs représentants. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le sujet du bruit, en commençant par un petit rappel anatomique de l'oreille. Donc ça sera un rappel très, très bref. Donc l'oreille est composée en 3 parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Au niveau de la conduction du bruit, le bruit rentre au niveau du conduit auditif. Il va arriver jusqu'au niveau du tympan. Le marteau et l'enclume vont interpréter les vibrations qui sont émises par le son, et ça va être envoyé directement dans l'oreille interne sur des répercussions, avec des répercussions, et le message sera envoyé directement au niveau du nerf auditif qui, lui, va transmettre l'information au niveau cérébral, tout simplement pour décoder le message ou le signal qui est envoyé. On vous a refait un petit rappel, voilà, de l'oreille externe à l'oreille interne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le son arrive dans le conduit auditif, va faire vibrer le tympan. Le marteau et l'enclume transmettent les vibrations. L'oreille interne en forme d'escargot décode le son et l'envoie vers le nerf auditif. Le nerf auditif véhicule le son vers le cerveau et le cerveau analyse et interprète les sons. Voilà comment fonctionne le système auditif de manière très succincte. On va se pencher du coup sur les différentes définitions parce que je pense qu'il est intéressant de séparer le son du bruit. Donc le son, c'est un phénomène sonore obtenu par la propagation des vibrations acoustiques dans l'air, alors que le bruit, lui, va être caractérisé par un ensemble de sons gênants ou un son gênant, désagréable et indésirable. Par exemple, un son peut ne pas être désagréable
mais une multiplicité de sons en même temps peut provoquer justement un son gênant, donc du bruit. Alors le bruit se caractérise par 3 facteurs différents. Donc il y a la fréquence qui s'exprime en hertz, qui est établie selon la rapidité des variations des vibrations. Donc plus les variations, de vibrations sont rapides, plus le son est aigu et plus les variations sont lentes, plus le son sera grave. Au niveau de l'intensité, donc l'intensité, c'est ce qu'on va mesurer en décibels, donc c'est le volume sonore. Il est soit fort, soit faible. On peut ressentir une gêne possible approximativement autour de 70 décibels. Autour de 85 décibels, c'est un son qui est nocif et jusqu'à 120 décibels, enfin à 120 décibels, pardon, ça va être une sensation de douleur. Ça va être quelque chose d'une sensation de douleur au niveau de l'oreille. Le troisième facteur qui va caractériser le bruit, c'est la durée du temps d'exposition. Savoir s'il est continu. Donc, par exemple, je sais pas, un bruit de moteur en entreprise de manière permanente, ça va être un bruit continu. Ou si c'est sous forme d'impulsion, l'impulsion, ça va être des à-coups, par exemple, un bruit de martelage, par exemple. Martelage, oui. Alors, pour vous donner une petite idée, on vous présente ici une échelle de bruit qui va donc du chuchotement, hein, une fois qu'il serait mesuré, tournerait autour de 30 décibels. Vous voyez pour les postes de travail où on va travailler en open space, petit open space ou dans un bureau, conversation normale, on est entre 60, 65, voire 70 si on a des activités téléphoniques. Pour des activités professionnelles, plus de terrain, c'est-à-dire l'utilisation d'outils à main, type tronçonneuse, type espace vert avec l'utilisation d'une tondeuse à gazon par exemple. Là, on va osciller 6 mesures de bruit il y a, entre 90 décibels jusqu'à une petite centaine de décibels. Et puis, pour se donner une petite idée, au maximum de ce qu'on peut évaluer, on va parler du décollage de la fusée qui, elle, pour le coup, peut atteindre 180 décibels d'exposition. Alors, ce niveau sonore, les expositions sont réglementées. En deçà, c'est ce que vient un petit peu d'évoquer M. Clerton, en deçà de 80 décibels, nous sommes effectivement pas ou peu exposés. En tous les cas, en termes de santé, il n'y a pas d'incidence et très peu de gêne possible. Réglementairement, on indique qu'entre 80 décibels et 85 décibels, l'employeur doit mettre, et a l'obligation, doit mettre à disposition, des protections individuelles contre le bruit et doit conseiller le port de ces PICB à ses salariés. Il doit également, en parallèle, informer et fermer ses employés, ses travailleurs, ses agents à l'exposition qu'ils encourent. Et l'examen audiométrique préventif à la demande du médecin du travail peut être demandé. Florian Clerton vous expliquera un peu plus précisément tout à l'heure. À noter au-delà de 85 décibels et jusqu'à 87 décibels, qui est la limite d'exposition au bruit qui est fixée donc par la loi et qui impose de ne pas dépasser cette valeur. En tenant compte, et ça c'est important, des ports de protection individuelle, c'est-à-dire qu'en cas de mesure, il faut tenir compte des protections individuelles des salariés pour avoir un niveau sonore compris entre 85 et 87 décibels. Au-delà de 87 décibels, la limite d'exposition est atteinte. Au-dessous de 87 décibels, on doit mettre en place, l'employeur doit mettre en place un programme de prévention. Il doit signaliser par le biais de signalétique, par exemple, sur des machines ou par des zones d'exposition qui doivent avoir des panneaux d'affichage, par exemple. Donc, l'employeur doit
mettre en place ce type d'informations et d'indications dans son entreprise. Le port de PICB est pour le coup devenu obligatoire, ainsi que l'examen audio. Au-delà de 87 décibels ou, comme le disait tout à l'heure M. Clerton, tout ce qui va être impulsion, bruit impulsif, du martelage, une plaque de fer qui tombe au sol, on va parler de DBC. Et là, pour le coup, au-dessus de 87 décibels et au-dessus de 140 DBC, la limite d'exposition est atteinte. Donc, on va l'évoquer tout à l'heure, mais là, brièvement, l'employeur doit supprimer le bruit, supprimer et protéger ses salariés en supprimant le bruit ou l'exposition, travailler sur ce qui pourrait limiter, voire complètement enrayer le bruit. Alors, est-ce que quelques minutes suffisent-elles pour avoir, entre guillemets, on appelle ça sa dose de bruit journalière? Eh bien, oui. Ici, un petit tableau pour vous montrer qu'effectivement, par exemple, à 80 décibels d'exposition, si le bruit est mesuré, sur 8 heures, sur une journée de 8 heures de travail, cette personne aurait la même exposition que quelqu'un qui est exposé à 95 décibels pendant 15 minutes. Et au-delà de 115 décibels, ça correspondrait, pour la personne qui est exposée à 8 heures à 80 décibels, ça correspondrait à 7 secondes. Au niveau des effets du bruit sur la santé, il y a deux catégories différentes. Donc les effets auditifs, donc qui vont avoir un impact sur le système auditif en lui-même, et les effets non auditifs, donc qui vont avoir un impact sur les autres systèmes organiques. Au niveau des effets auditifs, donc on va recenser une fatigue auditive réversible au départ, une surdité irréversible par atteinte de l'oreille interne et une diminution de la perception des sons aigus en premier. Nous, au niveau de la santé au travail, en fonction des risques et des expositions liées au bruit, on va être en mesure de réaliser certains types d'examens pour justement mesurer les effets auditifs de l'exposition au bruit. J'y reviendrai un petit peu après en vous expliquant les différents examens qu'on a sur place. On a 2 examens différents, mais j'y reviendrai un petit peu après. Au niveau des effets non auditifs, on va retrouver du stress, de l'anxiété, de la nervosité, des troubles du sommeil, puisqu'en fait, le bruit va stimuler le système nerveux parasympathique chez chacun, qui va créer justement cette notion de stress et d'anxiété. On peut avoir des pertes d'équilibre et de vertige. Là, pour le petit rappel anatomique, on a l'oreille interne est en charge de l'équilibre. Souvent, c'est ce qu'on voit dans la maladie de Ménière. C'est des pertes d'équilibre, des vertiges, parce que les cristaux au niveau de l'oreille interne ont tendance à bouger, comme on l'entend souvent. Donc ça peut faire partie des effets non auditifs. L'augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, donc toujours par stimulation du système nerveux parasympathique. Augmentation de la contraction musculaire par le stress, l'anxiété, la nervosité et les troubles digestifs. Pareil, ça peut avoir des conséquences toujours en lien avec la stimulation du système nerveux parasympathique. Alors, si je peux me permettre de rajouter effectivement dans ces effets non auditifs, qu'ils ne sont absolument pas à prendre en fin de compte à la légère et surtout conscientiser l'exposition. On peut prendre l'exemple de personnes qui travaillent en grande distribution. Souvent, on peut entendre verbaliser moi, je sors du travail ou le week-end, j'ai pas envie d'écouter, je rentre dans ma voiture et j'éteins le poste radio parce qu'en fin de compte, la personne, sans avoir eu une exposition dangereuse pour sa santé, a été toute la journée dans un environnement parfois musical ou très faible, mais qui peut agacer et comme disait tout à l'heure très bien monsieur Clerton, engendrer un stress, une anxiété, une nervosité. Le bruit également, fort, bien évidemment, va accentuer le risque d'accident, mais peut faire baisser la vigilance au niveau de l'activité professionnelle, peut engendrer un manque d'attention et générer
un manque de concentration qui peut rendre beaucoup plus accru les accidents du travail. Du coup, Madame Laloy, vous parlez des conséquences. Donc, les répercussions sur la vie socio-professionnelle, effectivement, ça va être une fatigue, une diminution de la vigilance, une diminution de la disponibilité aussi pour la vie familiale ou culturelle, puisqu'il y a cette fatigue, ce stress, cette anxiété. Donc, ça peut avoir des répercussions quand même qu'il faut prendre en considération. Au niveau de l'impact sur la vie professionnelle, et comme Madame Laloy vous le verbalisez, le fait qu'il y ait une diminution de la vigilance, de l'attention, ça peut augmenter ou en tout cas favoriser le risque d'accident du travail. Le fait d'être exposé au bruit ne doit pas couper la communication non plus, puisque ça également pourrait augmenter le risque d'accident du travail. Au niveau de l'impact sur la santé physique et mentale, on l'a déjà évoqué lors de la slide précédente, donc on va avoir des répercussions au niveau digestif, au niveau du sommeil, donc c'est quand même à prendre en considération, et les conséquences d'hyperacousie. Donc ça, c'est vraiment les atteintes directement au niveau de l'oreille. C'est ce qu'on va appeler directement les acouphènes, tout simplement. Justement, on va y venir sur les acouphènes. Au niveau des acouphènes, donc les acouphènes déjà c'est quoi? C'est une sensation de sifflement, de bourdonnement ou de cliquetis. C'est des bruits parasites qu'une personne entend sans que cela existe réellement. C'est le résultat d'un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Alors, ils peuvent être intermittents, occasionnels ou continus. Donc, ils peuvent venir occasionnellement sur un à-coup hypertensif, sans raison particulière. Au niveau de la continuité, ils peuvent survenir suite à une exposition régulière. Ils peuvent être également que d'un côté, oreille gauche ou oreille droite. Donc ça, c'est toujours intéressant de le mesurer, par exemple, quand on voit les salariés lors des entretiens individuels, que les salariés se plaignent d'acouphènes. C'est toujours intéressant de notifier s'ils sont bilatéraux, s'ils sont occasionnels ou permanents. Au niveau des acouphènes temporaires, donc les acouphènes temporaires peuvent survenir après une exposition à un niveau de bruit important, comme un concert, boîte de nuit, des événements très bruyants. Ils ont la caractéristique de se résorber. Donc, ils sont là pendant un temps. Quand vous sortez d'un concert et que vous sortez de manière un peu tardive, souvent vous vous retrouvez dans votre lit après et ça a tendance à siffler. Le lendemain matin, théoriquement, vous n'avez plus rien. Au niveau des acouphènes chroniques, là, il y a vraiment une sensation de gêne puisque c'est vraiment persistant et c'est vraiment un bruit parasite, comme on l'a évoqué dans la slide précédente, avec une notion de sifflement. Donc, même en milieu silencieux, il y a toujours cette sensation de sifflement. Au niveau des facteurs de risque, donc il y en a 4, à savoir le vieillissement, puisque finalement, il va y avoir une dégradation de la fonction auditive qui va être liée au vieillissement, la manière organique de vieillir. L'exposition excessive au bruit, donc là, on a cette notion de répétition. Donc c'est ce qu'on peut évoquer dans le bruit continu, par exemple, ou l'exposition unique à un niveau important. Par exemple, un coup de carabine ou un pétard, par exemple, c'est un bruit unique avec un niveau de décibels important qui peut créer une atteinte au niveau auditif. On a certains médicaments également avec une prise à long terme, comme certains antibiotiques, des diurétiques, la chimiothérapie, l'aspirine ou l'ibuprofène, par exemple. Voilà, c'est des médicaments qui peuvent avoir une action autotoxique, donc qui peuvent entraîner une toxicité au niveau auditif. Alors maintenant, nous allons aborder l'obligation de l'employeur en termes de protection et de protection de ses salariés à l'exposition au bruit. Donc tout d'abord, il a l'obligation de protéger la santé physique et morale et la sécurité de ses salariés. Il doit effectuer une évaluation de ces risques, dont le risque d'exposition au bruit, dans le document unique.
Il doit prendre des mesures pour éliminer ou réduire l'exposition au bruit. Comment? En informant et formant ses salariés, en mettant en place des protections collectives et des équipements de protection dits individuels. Petite parenthèse sur les mesures de prévention qui sont de 3 types. On va tout d'abord parler et essayer de travailler sur l'organisationnel, c'est-à-dire donc tout ce qui est mesures de protection organisationnelle, c'est-à-dire que je travaille par exemple dans un atelier, eh bien, je vais considérer peut-être en tant qu'employeur que cette exposition qui expose mes salariés à un niveau sonore très important, je vais faire cette activité, par exemple, de telle heure à telle heure, tel jour, de façon à m'assurer que d'autres salariés ne sont pas présents à proximité, de façon à limiter l'exposition. Aussi, vous avez les mesures de prévention dites collectives. Donc là, on va mettre en place, l'employeur peut et doit mettre en place et réfléchir à mettre en place tout ce qui va protéger le salarié ou les salariés exposés directement, mais également les collègues autour. Donc, en isolant, par exemple, le bruit, en isolant une machine, en dédiant une zone de travail extérieure, hein, par exemple mon atelier. Et enfin, et en dernier recours, en fin de compte, l'employeur doit mettre à disposition des équipements dits individuels. Ça va être, on va le voir dans la slide suivante, ça va être les protections, les casques, les bouchons d'oreille, etc. On part toujours d'une mesure de prévention collective générale vers la plus petite des protections individuelles. Le but, c'est dans une action, c'est de cibler un maximum de personnes. Si ce n'est pas possible, bah, on essaye de réduire et on va jusqu'au plus, enfin, on réduit de manière en entonnoir, hein. Enfin, on agit de manière en entonnoir. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes dans la protection. Alors, le rôle du service de santé au travail, du coup, dans la prévention de manière générale, donc le professionnel de santé, donc l'infirmier, le médecin, va établir une surveillance médicale. Si certains d'entre vous sont déjà passés au sein de nos services, vous avez la partie de pré-visite connectée qui se fait sur tablette où vous allez répondre à un questionnaire de pré-visite et vous allez pouvoir réaliser une audiométrie. Donc une audiométrie, c'est un examen auditif qui est fait du coup de manière systématique au sein de nos services, qui va nous permettre d'évaluer de manière assez sommaire vos capacités auditives de manière générale. Donc par exemple, si vous avez une oreille qui entend moins bien qu'une autre, ça va vraiment être la moyenne des deux qui va être faite. Donc ça nous donne juste un visuel sur l'état de santé auditif de manière très générale. On a la possibilité de réaliser des audiogrammes. Donc là, les audiogrammes sont des examens auditifs plus poussés qu'on fait de manière ciblée chez des salariés qui sont exposés au bruit ou à des agents chimiques autotoxiques, par exemple. L'audiogramme, lui, il va avoir la spécificité d'évaluer les capacités de perception de fréquence pour chaque oreille. Donc, il va y avoir des sons qui vont être émis à différentes fréquences, d'abord sur l'oreille droite. Chaque fois que le salarié entend un bruit, il va presser le bouton. Il a une petite télécommande dans la main. Et le but, c'est d'avoir un diagramme de ses capacités auditives d'abord sur une oreille, puis sur l'autre. Ça nous permet également de mettre en évidence, ce schéma d'audiogramme nous permet de mettre en évidence s'il y a une possibilité d'apparition de maladies professionnelles, puisque l'exposition au bruit peut provoquer une forme de surdité et il est intéressant de savoir si cette surdité, elle est d'origine professionnelle. Donc elle apparaît hein, au niveau du tableau des maladies pro, c'est la numéro 42. Ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est s'il y a une symétrie au niveau des deux oreilles. Déjà, si l'atteinte elle est bilatérale et s'il y a une symétrie dans les courbes qu'on va observer, quelles sont les fréquences qui sont touchées, s'il y a un côté irréversible et si éventuellement l'atteinte au niveau, enfin l'atteinte de l'oreille est stoppée si on arrête le bruit.
Si on voit que la surdité progresse malgré qu'on ait enlevé le bruit, bon, bah, on sait que ce n'est pas une surdité qui est liée au bruit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à creuser. Au niveau du suivi réalisé par les professionnels de santé, bah, notre but aussi, c'est d'informer les salariés de manière individuelle ou collective, donc de manière individuelle lors des entretiens, par exemple. On va mesurer, enfin en tout cas on va informer le salarié du fait qu'il est exposé au bruit. On va lui demander s'il porte bien ses équipements de protection individuelle, s'il y a des équipements de protection collective. On va lui expliquer quelles sont les conséquences de l'exposition au bruit. Et en fonction de ce qu'on va déceler lors de l'entretien individuel, on peut très bien être amené à demander l'évaluation des risques sur un poste de travail. Et c'est là que du coup rentre en jeu la pluridisciplinarité de nos équipes. Donc comme on l'a évoqué au tout début, il y a l'équipe, on va dire médicale, paramédicale, et il y a le pôle prévention. Le fait de joindre nos deux compétences nous permettent de réaliser l'évaluation des risques à un poste de travail. Alors, je me permets aussi de rajouter effectivement lors de ces visites médicales, pour ceux qui ont déjà passé effectivement des visites médicales sur l'outil Padoa que nous avons mis en place, il est intéressant de croiser pour nous les données. C'est pour ça que l'employeur qui remplit son document unique au plus précis possible va nous donner la vision de l'employeur. Vous, lorsque vous passez votre visite médicale, répondez à un questionnaire assez précis qui permet d'apporter au personnel, aux professionnels de santé, un maximum d'informations. Ne pas oublier d'évoquer, ne pas hésiter d'évoquer lors de vos visites médicales les contraintes et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc là, on parle du bruit aujourd'hui, mais bien entendu sur d'autres difficultés que vous pouvez ou avez envie d'évoquer avec le médecin ou l'infirmier. Et en parallèle, un troisième croisement de données qui sont, comme l'a évoqué tout à l'heure Florian, les études médicales qui sont donc faites par le biais d'actions en milieu de travail, par un membre de l'équipe, peu importe lequel, mais donc avec des remontées de terrain, avec donc une connaissance des ateliers, d'organisation et des expositions. Alors, nous allons maintenant passer à la prévention en entreprise. Il existe donc deux types de prévention. Prévention collective, comme l'évoquait tout à l'heure monsieur Clerton, donc sur le terrain, qui a pour but de diminuer, voire supprimer totalement le bruit à la source et de mettre en place des actions de modification dans les locaux. Donc là, on vous a mis ces deux principaux objectifs. L'idée de travailler sur le terrain et que nous, en tant que professionnels, nous puissions avoir accès à vos locaux, c'est de vous aider à mettre en place ce type de protection, vous aider à diminuer en isolant une machine, en supprimant une machine, en protégeant même avec des conseils au mieux vos salariés. Ceci pour vous dire que nous vous accompagnons dans ces démarches. Deuxième type de protection, là on va parler de la protection de l'individu, du salarié. Comment? Avec des protections, la mise en place de bouchons jetables ou réutilisables selon l'exposition, de protection de bouchons moulés, peut-être que certains d'entre vous en avez en votre possession. Il existe également les casques anti-bruit, etc. Donc là, on protège l'individu directement. Alors, un petit zoom sur ces protections individuelles contre le bruit. Donc, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, la liste des protections dit individuelles. Protection de bouchons moulés. Alors là, les protections moulées font suite à un travail d'étude. Il faut faire ce qu'on appelle une cartographie sur le terrain, c'est-à-dire aller évaluer, aller mesurer le niveau sonore d'exposition par unité de travail, zone d'activité, activité précise, peu importe le besoin de l'entreprise, mais ces résultats permettent de créer et donc de fabriquer pour chacun des salariés une protection qui va être moulée à son oreille, à leurs oreilles, et en plus d'être adaptée
à l'exposition du salarié. Attention, petit bémol, l'idée c'est également de ne pas surprotéger l'individu. Je travaille dans un atelier, je prends des bouchons jetables réutilisables que je vais mettre tous les matins. Et pour le coup, sur mon poste de travail, je peux être surprotégée, c'est-à-dire ne pas entendre le danger, ne pas entendre si j'ai besoin de communiquer ou le bruit d'une machine qui dysfonctionne. Si je ne l'entends pas, je me mets quand même si je ne suis plus exposée au bruit, je me mets quand même en danger. Deuxième type de protection les plus connus, donc ce sont, on l'a évoqué tout à l'heure, les bouchons jetables et réutilisables. Et enfin, des casques anti-bruit qui là sont utilisés dans des corporations un peu plus particulières. Je pense particulièrement au TP, au BTP. Alors, à noter que pour qu'une protection individuelle contre le bruit soit efficace, il faut que pour le salarié, il soit confortable. Pourquoi confortable? Parce que du coup, si je le porte bien, je n'ai pas de difficulté à le mettre. Si j'ai par exemple des bouchons jetables que je trouve complètement inconfortables ou que je ne sais pas mettre, l'inconfort va m'obliger à l'enlever peut-être plusieurs fois dans la journée ou à ne pas le porter du tout. Il faut qu'il soit efficace, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Suite à certaines mesures, on va pouvoir se dire, je suis exposé à tant de décibels, je dois avoir une protection. Ma protection doit me permettre d'avoir à peu près une exposition diminuée de 20 à 25 décibels. Donc, il faut que cette protection soit efficace compte tenu de mon exposition, compte tenu de mon activité. Et donc, on le reverra tout à l'heure, mais qu'il faut qu'il soit porté en permanence. Ça ne sert à rien du tout que mon employeur investisse dans un bouchon moulé, par exemple, qui coûte quand même, voilà, un certain prix, qui a quand même un certain coût pour l'entreprise, et qu'il ne soit pas porté, ou tout du moins qu'une partie de la journée. Hein, on vient de l'aborder. Y a-t-il un impact si je retire mes protections quelques minutes? Eh bien oui. Si vous ne portez pas vos protections, par exemple, que sur la moitié de votre temps de travail, l'efficacité par exemple, de 4 heures de port sur 8 de vos protections annule complètement les 4 heures de protection que vous avez mis en place la moitié de votre journée. On revient sur le diagramme qu'on vous a présenté en début, hein, où Madame Laloy vous expliquait qu'au-delà de 115 décibels, une exposition à 7 secondes correspondait à quasiment 8 heures de travail à 80 et quelques décibels. Donc effectivement, le fait de ne porter ces protections que sur la moitié du temps de travail, ça vient inhiber complètement le reste du temps. Et n'hésitez pas toujours, je reviens là-dessus, à vous faire accompagner par votre service de santé au travail pour que l'on puisse vous accompagner sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous travaillez dans un atelier, mais qu'il y a une zone de travail plus exposante, il y a une ou plusieurs zones de travail beaucoup moins exposantes, il est important aussi d'accompagner les salariés sur comment je m'organise sur le port de mes protections. Si moi, je ne suis pas salarié d'une zone de travail très exposante, ou si par exemple je ne le suis qu'une ou 2 journées par semaine, je vais adapter mon port de protection à mon exposition. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'on puisse se dire, je travaille 2 heures de ma journée sur telle machine, puis après j'exerce d'autres activités ou d'autres tâches dans mon entreprise qui manifestement ne m'exposent pas. Donc là, on peut considérer que l'on enlève les protections d'oreilles. Donc, conclusion, on l'a dit, on le redit, il n'est jamais trop tard pour se protéger. Hein, si je suis salarié d'une entreprise de métallurgie, j'ai travaillé 10 ans sans protection, mon employeur met en place, m'informe, m'explique la nécessité de porter des protections contre le bruit. Il n'est jamais trop tard, même au bout de 10 ans. Si vous continuez votre carrière 10 ou 15 années suivantes dans la même entreprise, ce sera bien évidemment ça de gagner. Et rappel, protégez-vous 100% du temps passé à l'exposition au bruit.
Ce qui est intéressant de noter dans le système auditif, alors je vais pas faire l'apologie du tabac, mais demain, vous êtes fumeur, vous arrêtez de fumer pendant 10 ans. Au niveau respiratoire, les cellules respiratoires vont se régénérer. Il y aura potentiellement une trace de votre tabagisme, mais les cellules respiratoires vont se renouveler. Au niveau des cellules auditives, une fois qu'il y a une atteinte, l'atteinte est souvent irréversible. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que effectivement la protection, même si elle n'a pas eu lieu dans un premier temps, il n'est jamais trop tard pour démarrer la protection. Au niveau on a des prochains webinaires qui vont avoir lieu juste après la présentation de nos prochains webinaires. On pourra échanger si vous le souhaitez, si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers nos services pour vous inscrire ou vous renseigner. En date du 12 avril, il y aura un webinaire sur la santé et la sécurité au travail. Au mois de mai, sur la prévention de la sédentarité. Au mois de juin, sur la qualité de vie au travail. Et en septembre, sur la prévention du suicide et des risques psychosociaux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter directement le centre APST 18 pour éventuellement avoir des informations sur les modalités d'inscription ou de participation. Alors là, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que l'on approfondisse des sujets abordés ou plus pour répondre plus spécifiquement à des questions que vous posez concernant votre propre activité ou votre propre entreprise, n'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir quel est l'outil pour mesurer le bruit dans un service ou dans une entreprise. Alors, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs méthodes de mesure, c'est-à-dire que le bruit comme l'éclairage, on va être quelque chose sur d'assez factuel, on va prendre un appareil et on va mesurer l'exposition au bruit. Alors nous, notre travail consistera déjà à vous rencontrer en amont, de voir quelle est l'utilité et dans quel cadre on interviendrait pour faire des mesures de bruit. Et là, du coup, il sera essentiel pour nous de comprendre si nous sommes sur des expositions continues, si nous sommes, par exemple, l'exemple assez classique du cariste, par exemple, on est sur des bruits continus, on est sur l'impulsionnel, on va être sur des... Toutes ces données-là vont nous permettre d'utiliser soit un dosis, soit de faire porter au salarié, par exemple, un petit appareil que l'on pose sur lui et qui permettra de prendre les mesures sur sa journée complète de travail. Mais pour ça, il faut que l'on voit le terrain. Mais il existe plusieurs façons, effectivement, de mesurer le bruit. Ça va être soit à la source, c'est-à-dire que mon salarié lambda, que ce soit Monsieur Dupont ou Monsieur Durand, peu importe, moi, en tant qu'employeur, je considère que, ou je souhaite travailler sur cette machine bien précise qui semblerait affecte les salariés, puisque j'ai des plaintes, puisqu'effectivement, cette machine est très dangereuse. Donc là, on procède à des mesures au plus proche de cette machine. Sinon, de façon un peu plus générale, on va faire porter, comme je vous le disais, un petit appareil sur les salariés qu'on aura sélectionnés. C'est pareil que ce soit du moment que si j'ai besoin de le faire sur un cariste, que ce soit monsieur X ou monsieur Y, peu importe, ce qui va m'intéresser, c'est l'exposition sur la totalité de son temps de travail journalier. D'accord, merci beaucoup. De rien, madame. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir avec qui prendre contact pour organiser avec vous possiblement une cartographie du bruit ainsi qu'une dosimétrie du bruit par groupe GEH.
Oui, alors, écoutez, vous avez la possibilité de contacter un des membres de votre équipe pluridisciplinaire. Donc, vous pouvez passer par le numéro, suivant votre poste, le numéro que vous, normalement, connaissez, celui de l'assistante médicale, qui de toute façon qui informera l'équipe pluridisciplinaire dans sa globalité. Et nous, comme je le disais précédemment, l'idée n'est pas pour nous de faire une cartographie pour répondre à une réglementation. C'est-à-dire que si vous nous appelez en disant, voilà, moi, je reprends le poste d'HSE, par exemple, j'ai trouvé une cartographie faite il y a 7 ou une dizaine d'années, j'aimerais bien qu'on puisse refaire une cartographie. Non. Là, nous, en tant que service de santé au travail, donc en tant qu'accompagnant et conseiller, nous ne répondons pas à la réglementation pour qu'il y ait une cartographie de fait dans l'entreprise. Comme je le précisais tout à l'heure, pour les bouchons moulés, le fournisseur, le fabricant, va être obligé en amont de faire cette fameuse cartographie pour voir comment et à quel niveau protéger tel ou tel salarié ou telle zone de travail. Par contre, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, on fait le point ensemble. Les professionnels de santé vont voir s'il y a des plaintes des salariés, ou des plaintes, ou des remontées d'exposition, ou des inquiétudes, ou des questionnements. Donc ça, on va se baser là-dessus. On va se baser sur nos propres connaissances terrain. On n'a pas, au maximum, chacun des membres de l'équipe pluri va, y compris le médecin, dans les entreprises, mettre les pieds dans l'entreprise pour qu'on soit au plus proche de vos questionnements et de vos expositions. Donc là, on va se baser sur des études au préalablement faites, sur des visites de locaux, sur des remontées. Là, on peut le faire le point ensemble, mais si c'est pour répondre à votre question sur la cartographie réglementaire, ce n'est pas dans nos missions de service. Nous, on est là pour accompagner l'employeur à réduire, à mettre en place des actions de prévention pour protéger la santé de ses salariés. Ok, d'accord. Très bien, je vous remercie. Voilà, monsieur. D'autres questions ? Alors, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions maintenant, ou bien pour ceux qui adhèrent chez nous, vous allez pouvoir retrouver nos coordonnées. Donc, pour Florian ou pour moi, aucun souci. Sachez que si, parce que Florian Clerton et moi-même, nous sommes en fait basés sur le site de Vierzon. Donc, où que vous vous situiez dans le département, vous avez de toute façon une équipe pluridisciplinaire composée d'une infirmière ou d'un infirmière de santé-travail comme Florian, donc apportera la même prestation et la même chose pour moi. Vous êtes suivi par 2 IPRP pour chacune des équipes pluridisciplinaires qui composent notre service. Donc, n'hésitez vraiment pas. Pour ceux qui nous auraient rejoints après le démarrage, dans l'onglet conversation, vous avez un lien qui va vous conduire vers un questionnaire Google Form dont on vous invite à prendre connaissance et dont on vous invite à le remplir afin d'améliorer la qualité de nos services et de vous proposer des webinaires qui pourraient être plus adaptés en fonction de vos besoins. Donc, je vous invite grandement à aller le remplir. Merci de votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, le lien n'apparaîtrait pas. Je vais le remettre. Ouais, tu le remets, merci. Ok, au top. Alors, je vois qu'il y a une question. Que faire si un salarié ne veut pas porter ses protections auditives
c'est une situation qui parfois peut être un peu complexe. Il est de la responsabilité de l'employeur de veiller au port des équipements de protection individuelle. Donc, à partir du moment où il y a une signalétique et où il est mentionné dans le règlement d'ordre intérieur que le salarié doit porter ses équipements de protection individuelle, le salarié doit porter ses équipements de protection individuelle. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'employeur, si vous êtes en difficulté à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là aussi pour resensibiliser le médecin du travail pour faire un rappel et surtout de considérer, de voir s'il est nécessaire de revoir le salarié et de s'assurer qu'il n'y ait pas une problématique de santé, une pathologie qui obligerait le salarié à ne pas porter ou à ne pas pouvoir porter ses protections. Donc là, on partirait sur une problématique médicale donc à régler et à discuter avec le médecin du travail ou l'infirmier de santé au travail. Après, en parallèle, si vous, en tant qu'employeur, toujours vous avez des difficultés, mais qu'on n'a pas forcément de problème de santé apparent, nous pouvons mettre en place des sensibilisations au port des protections. Nous pouvons intervenir sur votre demande et travailler en partenariat avec vous pour intervenir dans vos locaux et sensibiliser les zones de travail qui vous sembleraient importantes de sensibiliser auprès de vos salariés, auprès de votre structure. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Rien dans la conversation. Okay. Non, rien dans la conversation. Comme vous l'a dit Madame Laloy, de toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes pluridisciplinaires. Toutes les coordonnées sont disponibles déjà sur Internet pour les centres, mais vous aurez sur votre espace employeur, le portail PADOA, vous avez l'ensemble des coordonnées des équipes pluridisciplinaires. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes pluri. Alors oui, on peut potentiellement, oui, en effet, vous envoyer le support. Après, si c'est dans le cadre de sensibiliser en interne chez vous ou de montrer ce qui a pu être présenté, on peut se rapprocher de vous et vous donner peut-être quelque chose de plus spécifique ou de plus adapté à votre entreprise. Donc, de toute façon, c'est une entreprise que je connais, donc on peut se contacter. Mais évidemment, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci pour qu'on puisse envoyer la présentation de ce jour. De rien. Si pas d'autres questions, je propose qu'on clôture le webinaire. Je suis en train d'écrire, je crois. Eh bien, merci. Bonne journée à tous. Au plaisir de vous rencontrer dans vos entreprises. Merci bien. Je te laisse fermer, Florian? Oui. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.